Vends cette vieille baraque pour que mon mari puisse payer ses dettes, criait ma fille au téléphone, sans un mot pour mon état après l'opération à cœur ouvert. Tu as jusqu'à la fin du mois, j'ai murmuré. D'accord. 1 heure plus tard, l'agent immobilier était déjà sur place, mais pas chez moi, chez eux. Avant de continuer, abonne-toi à la chaîne et écris en commentaire quelle heure il est dans ta région en ce moment. Le téléphone vibrait sur la table de chevet. 1 semaine après mon opération à cœur ouvert, chaque mouvement me coûtait encore. J'ai décroché sans regarder l'écran, certaine que c'était ma fille qui, enfin, prenait de mes nouvelles. Maman, il faut qu'on parle. Pas de « comment vas-tu ?» Pas de « tu te remets bien ?» Claire avait cette voix tendue, celle qu'elle prenait quand elle voulait quelque chose. Je me suis redressé contre les oreillers de mon mât provençal, sentant la cicatrice tirée sous ma chemise de nuit. « Bien sûr, ma chérie, je t'écoute. C'est au sujet de ta maison, cette vieille baraque où tu t'entêtes à vivre seule. Vieille baraque. Le mas de Jeanne, construit en 1847, avec ses murs de pierre dorée et ses volets bleus qui ont vu 4 générations. Vieille baraque. Nicolas a des problèmes financiers importants. Sa voix montait dans les aigus. Il a besoin de 150 000 € avant la fin du mois. Sinon, on risque de tout perdre. Tu comprends? Toutes. J'ai regardé par la fenêtre les rangées de lavandes qui ondulaient sous le Mistral. 40 ans de carrière comme notaire m'avaient appris à reconnaître le ton du désespoir. Mais aussi celui de la manipulation. Je vois. Et tu penses que je pourrais vendre cette vieille baraque? Elle a presque crié. Tu es toute seule là-dedans, maman. Tu viens d'avoir une opération. Ce serait plus raisonnable de prendre un appartement en ville, quelque chose de petit, de pratique. Et l'argent de la vente servirait à sauver notre famille. Ta propre famille, notre famille, pas aider ton gendre. Notre famille. Comme si les erreurs financières de Nicolas me concernaient. Tu as jusqu'à la fin du mois, a-t-elle continué. Les créanciers de Nicolas ne vont pas attendre. Papa t'avait laissé cette maison pour que tu sois en sécurité, pas pour que tu t'y accroches égoïstement pendant que nous coulons. Égoïstement. Le mot résonnait dans ma tête comme une gifle. Mon mari, mort il y a 8 ans, avait effectivement acheté ce mas avec l'argent de notre vie de travail. Pour que j'y vieillisse entouré de nos souvenirs. Et ma fille unique venait de qualifier ça d'égoïsme. Maman, tu m'écoutes? Oui, Claire, je t'écoute. Alors? J'aurais pu lui demander comment j'allais, moi, si les points de suture me faisaient mal, si je dormais, si j'avais peur la nuit, seul dans cette grande maison, avec cette nouvelle valve artificielle dans la poitrine. Mais non, juste. Alors? D'accord. Le silence au bout du fil était palpable. Elle s'attendait à une résistance, à des larmes, à des supplications. D'accord? Vraiment? Oui, ma chérie, d'accord. Ma voix était calme, presque douce. Je vais m'en occuper. Oh, maman. Son soulagement était obscène. Tu ne le regretteras pas, je te promets. Nicolas et moi, on ne t'oubliera jamais. Tu es formidable. Formidable. Quel joli mot pour dire utile. J'ai raccroché et je suis resté immobile quelques instants, écoutant le silence de la maison. Puis, je me suis levé, lentement, en me tenant au meuble. Direction mon bureau. Le dossier était dans le tiroir du bas, sous une pile de vieux magazines. Plan B, écrit de ma main sur la couverture beige. Je l'avais préparé pendant 2 ans, depuis ce fameux dimanche où j'avais surpris une conversation que je n'aurais jamais dû entendre. Chaque document était là, soigneusement classé. Les statuts de la SCI Lavande et Olivier. L'acte d'apport du MAS. Et ce petit bijou, la copie de l'acte d'achat de 15% de la villa Les Pins, propriété de ma chère fille et de son cher mari. J'ai sorti mon téléphone et composé le numéro de Sylvie Moreau, l'agent immobilière la plus efficace d'Aix-en-Provence. Nous avions travaillé ensemble sur plusieurs dossiers quand j'étais encore en activité. Sylvie, c'est Jeanne Bernard. Oui, je vais bien, merci. Écoutez, j'ai un bien à mettre en vente. Rapidement. Pouvez-vous passer cet après-midi? J'ai marqué une pause, savourant le moment. Je vous envoie l'adresse par SMS. Villa Les Pins, route de Cézanne. Oui, c'est bien ça.
Non, non, pas Montmasse. Une autre propriété. À tout à l'heure. 2 heures plus tard, mon téléphone a explosé. Littéralement. Vibration, sonnerie, message en rafale. J'ai décroché au 5e appel. Maman, la voix de Claire était hystérique. Qu'est-ce que tu as fait? Pourquoi cette femme est chez nous? Elle dit que tu l'as appelée pour vendre notre maison. Je me suis installé confortablement dans mon fauteuil, celui où je lisais le soir près de la cheminée. Dehors, le soleil de fin d'après-midi dorait les oliviers. « Oh, ma chérie, » j'ai dit avec une douceur infinie, « tu voulais que je vende pour aider Nicolas, n'est-ce pas? Eh bien, c'est exactement ce que je fais. » 2 ans plus tôt, c'était un dimanche ordinaire. Claire et Nicolas étaient venus déjeuner au Mas, comme ils le faisaient encore à l'époque, une fois par mois. J'avais préparé un poulet aux olives, leur plat préféré. Nous avions bu du rosé de Provence sur la terrasse, ri des anecdotes de Nicolas sur ses clients. Tout semblait parfait. Vers 16 heures, j'ai prétexté une migraine pour m'allonger un peu. En réalité, je voulais laisser les amoureux profiter de l'après-midi ensemble. Quelle mère ne veut pas voir sa fille heureuse? Ma chambre était à l'étage, mais les fenêtres donnaient sur la terrasse. Et les voix montent, surtout quand on croit être seul. Franchement, combien de temps encore? C'était Nicolas, son ton débarrassé de toute politesse. Elle est quoi, là? 65 ans? 67, a corrigé Claire. Mais elle est en forme, maman. Elle pourrait vivre encore 20 ans. 20 ans, il a ri, un rire sans joie. Et pendant ce temps, on attend sagement notre héritage? Claire, cette baraque vaut au moins 600 000 euros. 600 000. On pourrait rembourser le prêt de la villa, investir le reste? Je sais, mais qu'est-ce que tu veux que je fasse? Je ne peux pas la pousser dans l'escalier. Ils ont ri, tous les deux, comme si c'était drôle. Tu sais ce qui m'énerve le plus? Nicolas a continué. C'est qu'elle était notaire. Notaire? Elle connaît tous les trucs pour protéger son patrimoine. Elle a sûrement déjà tout mis à l'abri dans une SCI ou je ne sais quoi. Une notaire à la retraite, c'est la victime parfaite. Elle ne se méfie de rien parce qu'elle croit tout contrôler. On devrait peut-être lui suggérer de déménager? Un appartement en ville serait plus pratique pour elle. Excellente idée. Et accidentellement mentionné qu'on connaît un bon agent immobilier. Ils ont encore ri. J'étais allongé sur mon lit, le cœur battant si fort que je me demandais s'ils ne l'entendaient pas d'en bas. Ma propre fille, mon unique enfant, celle pour qui j'avais sacrifié tant de choses. Quand ils sont partis 1 heure plus tard, Claire m'a embrassé sur les 2 joues. « Repose-toi bien, maman. » Son sourire était radieux. Parfaitement faux. Cette nuit-là, je n'ai pas dormi. J'ai bu du thé à la verveine et j'ai réfléchi. 40 années comme notaire m'avaient appris une chose essentielle. On ne gagne pas les batailles par l'émotion, mais par l'anticipation. Nicolas avait raison sur un point. J'étais notaire et je connaissais effectivement tous les trucs. Le lendemain matin, j'ai appelé mon ancien collègue, maître Laurent Fabre. Nous avions étudié ensemble, travaillé dans la même étude pendant 15 ans avant qu'il ne monte sa propre affaire. Laurent, c'est Jeanne, j'ai besoin de créer une SCI. 3 semaines plus tard, la SCI, Lavande et Olivier, voyaient le jour. Société civile immobilière, parfaitement légale, destinée à gérer mon patrimoine immobilier. J'y ai apporté mon mas et suis devenu propriétaire de 100% des parts. Sur le papier, la maison n'était plus à moi. Elle appartenait à la société. Techniquement, je ne possédais que des actions. « Tu es sûr de vouloir faire ça ?» m'avait demandé Laurent en préparant les documents. « Certaine. C'est à cause de Claire ?» Laurent connaissait ma fille depuis qu'elle était petite. Il avait vu grandir une enfant gâtée en adulte capricieuse. « C'est une protection », j'ai simplement répondu. « Pour l'avenir. » Mais ce n'était que la première étape. J'avais surpris une autre information ce dimanche-là. Nicolas et Claire cherchaient des investisseurs pour leur villa. Le prêt bancaire ne couvrait que 80% de l'achat, et ils avaient du mal avec les 20% restants. J'ai contacté un vieil ami, Bertrand Mercier, ancien banquier reconverti en investisseur immobilier. Je lui ai proposé un marché. Je mettais 130 000 euros, il achetait une part de 15% de la Villa Les Pins en son nom. Ensuite,
Il me revendait discrètement cette part. Pourquoi toute cette discrétion, Jeanne? Disons que j'aime anticiper les problèmes, Bertrand. L'opération a pris 6 mois. Claire et Nicolas étaient ravis d'avoir trouvé un investisseur. Ils n'ont jamais su que les fonds venaient indirectement de moi. J'étais devenu copropriétaire de leur villa, avec tous les droits que cela implique, y compris celui de proposer la vente, retour au présent. Claire hurlait toujours au téléphone. « Tu ne peux pas faire ça, c'est notre maison !» « Notre maison ?» Ma voix était douce, comme du miel empoisonné. « Vérifie les actes notariés, ma chérie. Je possède 15% de ta villa. 15% légalement acquis il y a 3 ans, quand vous cherchiez désespérément un investisseur. Tu te souviens de ce gentil monsieur Mercier? Eh bien, il m'a revendu ses parts, discrètement. » Le silence au bout du fil était délicieux. « Mais comment? J'étais notaire, Claire, pendant 40 ans. Tu crois vraiment que je ne sais pas protéger mes intérêts? Tu nous as piégés. » Sa voix tremblait de rage. « Je vous ai aidé. Vous aviez besoin d'un investisseur. Je vous en ai trouvé un. Que j'ai ensuite récupéré ses parts est une transaction parfaitement légale entre adultes consentants. » Maman. Nicolas avait pris le téléphone. Sa voix tentait d'être conciliante, mais je percevais la panique dessous. Soyons raisonnables, on peut discuter de tout ça calmement. Bien sûr, Nicolas. Passez demain au mas, disons 15 heures. J'ai raccroché avant qu'il ne puisse répondre. Puis j'ai sorti une bouteille de Châteauneuf-du-Pape de ma cave, un excellent millésime 2015. Certaines victoires méritent d'être célébrées. Même les petites, parce que ce n'était que le début. Claire voulait vendre ma vieille baraque pour sauver son mari? Parfait. Mais nous allions vendre la leur. Et ensuite? Eh bien, ensuite, nous verrions jusqu'où allait vraiment leur loyauté familiale. Je me suis installé dans mon fauteuil avec mon verre de vin, regardant le soleil décliner sur les collines provençales. Dans le dossier plan B, il y avait encore plusieurs documents que mes chers enfants ne connaissaient pas. Des documents qui allaient rendre les prochains mois absolument fascinants. Dehors, les cigales chantaient leur symphonie du soir. Ici, en Provence, nous avons un dicton qui sème le vent, récolte la tempête. Claire avait semé le mépris pendant des années. Il était temps qu'elle découvre ce qu'une vieille notaire pouvait faire quand on la prenait pour une idiote. La tempête ne faisait que commencer. Le lendemain, à 15 heures précises, j'ai entendu le gravier crisser sous les pneus d'une voiture. Depuis la fenêtre de mon bureau, j'ai vu la BMW noire de Nicolas se garer devant le mas avec une violence mal contenue. Les portières ont claqué comme des coups de feu. Claire est sortie la première, le visage fermé, suivie de son mari, dont la mâchoire était si crispée qu'on aurait pu y casser des noix. J'ai pris mon temps pour descendre. Chaque marche était calculée, mesurée. Quand j'ai ouvert la porte, ils étaient déjà sur le perron, une muraille de colère et d'indignation. « Comment as-tu osé ?» Nicolas a craché les mots avant même que je puisse dire bonjour. « Comment as-tu osé ?»« Bonjour à vous aussi, entrez donc. » « On ne va nulle part. » Il était rouge, les veines de son cou saillantes. « Tu vas annuler ça immédiatement, immédiatement. » J'ai croisé les bras, m'appuyant contre le chambranle de la porte. Ma cicatrice me lançait encore, mais j'ai ignoré la douleur. Certains moments valent qu'on souffre un peu. Annuler quoi exactement, Nicolas? Cette mascarade avec l'agent immobilière. Notre maison n'est pas à vendre. Notre maison? J'ai laissé le mot planer entre nous. Vérifiez les actes notariés. Je possède 15% de la villa Les Pins, 15% légalement acquis. Claire est intervenue, la voix tremblante. « Tu nous as piégés. Tu as utilisé cet homme, Bertrand quelque chose. Monsieur Mercier, un excellent investisseur. Il vous a aidé quand personne ne voulait vous prêter. Que j'ai ensuite racheté ses parts est une transaction privée entre adultes. Tu n'avais pas le droit. » Nicolas avançait menaçant. Je n'ai pas bougé d'un centimètre. J'avais tous les droits. Voulez-vous voir les documents? Ils sont parfaitement en ordre. Mon ancien collègue, maître Fabre, s'est assuré que chaque virgule soit à sa place. L'espace d'un instant, j'ai vu Nicolas hésiter. Il avait l'habitude d'intimider, de dominer par sa taille et sa voix.
Mais face à une vieille femme qui ne reculait pas, son arsenal habituel semblait soudain dérisoire. « On va te poursuivre en justice », a-t-il finalement lâché. « Pour abus de confiance, manipulation. » J'ai souri, un vrai sourire, celui qu'on réserve aux enfants qui croient encore au Père Noël. « Allez-y, poursuivez-moi. J'ai été notaire pendant 40 ans, Nicolas. Vous croyez vraiment que j'ai fait quoi que ce soit d'illégal? Chaque document a été vérifié, contre-vérifié, certifié. Vous perdrez, et ça vous coûtera très cher en frais d'avocat. » Claire a posé une main sur le bras de son mari. Son visage avait perdu toute couleur. « Maman, pourquoi? Pourquoi tu fais ça? Parce que tu as appelé mon mas une vieille baraque. Parce que tu ne m'as pas demandé comment j'allais après mon opération. Parce que pendant des années, j'ai été une simple commodité financière pour vous deux. » Ce n'est pas vrai. Non? Quand es-tu venu me voir pour la dernière fois sans avoir besoin de quelque chose? Quand m'as-tu appelé, juste pour prendre de mes nouvelles? Le silence était éloquent. Claire ouvrait la bouche, la refermait, cherchant une réponse qui n'existait pas. « Voilà ce que je vous propose. » J'ai repris d'une voix calme. « Vous vendez la villa. Vous remboursez vos dettes. Et moi, je garde mon mas. Arrangement équitable, non? Et si on refuse ?» La voix de Nicolas était moins assurée maintenant. « Alors je force la vente comme c'est mon droit en tant que copropriétaire. Mais dans ce cas, le processus sera long, pénible, et vous coûtera encore plus cher. À vous de choisir. » J'ai vu le moment exact où ils ont compris qu'ils n'avaient pas le choix. C'était fascinant, cette capitulation progressive, d'abord dans les épaules de Nicolas qui se sont affaissées, puis dans les yeux de Claire qui se sont détournés. « Combien de temps on a ?» a murmuré Claire. « Sylvie Moreau est très efficace. Elle devrait trouver un acheteur rapidement. La villa est magnifique, bien située. »« Tu es... » Nicolas cherchait le mot. « Tu es cruel. »« Non, je suis juste. Il y a une différence. » Ils sont partis sans un mot de plus. J'ai regardé leur voiture disparaître sur le chemin bordé de cyprès, soulevant un nuage de poussière rousse. Mon cœur battait vite, trop vite peut-être pour quelqu'un qui sortait d'une opération cardiaque. Mais j'étais vivante, enfin vivante. De retour dans mon bureau, j'ai sorti mon téléphone et composé le numéro de Laurent Fabre. « Laurent, c'est Jeanne. Ils ont accepté. »« Parfait. Tu es sûr de vouloir continuer ? » ?»« Plus que jamais. Dis-moi, ces informations que tu as trouvées sur les finances de Nicolas, tu es certain des chiffres ? » ?»« Absolument certain. Il ne doit pas 150 000 euros, il en doit 340 000, sans compter les intérêts qui continuent de courir. » J'ai fermé les yeux, savourant l'information. Claire ne savait pas. Elle croyait que la vente de la villa réglerait tout. Pauvre petite fille naïve qui ne s'était même pas donné la peine de vérifier les dettes de son mari. « Et l'autre chose dont on a parlé ? » ?»« C'est en cours. Donne-moi 2 semaines, et j'aurai tous les documents. »« Merci, Laurent. » »« Jeanne, il a hésité. Tu sais que tu n'es pas obligé de faire tout ça ? » ?»« Si, je suis obligé. Pas pour moi. Pour toutes les mères que leurs enfants considèrent comme des distributeurs automatiques. » Après avoir raccroché, je suis resté longtemps à contempler le paysage par la fenêtre. Les oliviers argentés, les rangées de lavandes qui se préparaient pour l'hiver, la pierre chaude du mas qui gardait les souvenirs de tant d'années. Claire avait appelé ça une vieille baraque. Elle allait apprendre ce que valait vraiment cette vieille baraque. 3 semaines s'étaient écoulées depuis la confrontation. Sylvie Moreau avait, comme promis, été remarquablement efficace. Un acheteur s'était présenté dès la première semaine. Curieusement, il n'avait même pas négocié le prix. 850 000 euros, cash, vente rapide. Claire avait trouvé ça suspect. « C'est trop rapide, maman. Personne n'achète comme ça. » Nous étions au téléphone. Depuis l'incident, nos conversations s'étaient réduites au strict minimum. Je préférais ça. « Tu devrais être contente. Plus vite la vente se fait, plus vite Nicolas pourra rembourser ses créanciers. » « Justement, tu es sûre que tu n'as rien à voir avec cet acheteur ? » ?»« Ma chérie, je sors à peine d'une opération cardiaque. Tu me crois capable de manigancer tout ça depuis mon lit ? » Elle n'était pas convaincue, mais qui pouvait-elle ? L'acheteur était réel, son argent aussi. Le compromis de vente serait signé dans quelques jours. Ce jeudi-là,
J'avais ma partie de bridge hebdomadaire. Nous nous retrouvions toujours chez Michel Blanchard, dans son appartement élégant du centre d'Aix. Michel était marié à un banquier, Françoise à un avocat d'affaires, et Martine dirigeait une galerie d'art. Nos parties de bridge étaient autant des moments d'amitié que d'échange d'informations. On apprend beaucoup de choses autour d'un tapis vert. Alors, Jeanne, a lancé Michel en distribuant les cartes. Comment va ta fille? Oh, tu sais, toujours occupée. Son mari a quelques soucis financiers en ce moment. Françoise a levé les yeux de son jeu. Nicolas Dumont, mon mari le connaît de nom, investissement, c'est ça? En théorie. En pratique, il semble avoir fait des choix hasardeux. Hasardeux comment? Martine s'était penchée en avant, intéressée. Disons qu'il a emprunté plus qu'il ne peut rembourser, beaucoup plus. J'ai marqué une pause, examinant mes cartes avec attention. 340 000 € de dette, pour être précise. Le chiffre a flotté dans l'air comme un parfum toxique. Michel a échangé un regard avec Françoise. Ces informations-là, dans notre milieu, circulaient vite, très vite. « Mon pauvre chou », a murmuré Michel, « ça doit être difficile pour toi. »« Oh, je survis, et puis ils vendent leur villa pour rembourser. »« La villa Lépin ?» Martine semblait impressionnée. « Mais c'est une propriété magnifique. Les dettes aussi sont magnifiques, apparemment. » Nous avons continué notre partie, mais le mal était fait. Le lendemain, le mari de Michel en parlerait à un collègue. Celui de Françoise le mentionnerait lors d'un déjeuner d'affaires. Dans notre petite communauté d'Aix-en-Provence, la réputation de Nicolas Dumont commençait à se fissurer. Et dans le monde des affaires, une réputation fissurée, c'est comme un vase fêlé. Ça ne se répare pas. Quelques jours plus tard, alors que je taillais mes rosiers dans le jardin, Laurent m'a appelé. « Jeanne, il faut que je te parle de quelque chose. » Je t'écoute. En faisant mes recherches sur les finances de Nicolas, j'ai découvert autre chose, des prêts privés, en dehors du circuit bancaire traditionnel. Je me suis redressé, les sécateurs en main. Combien? 190 000 €, auprès de 2 prêteurs différents, avec des taux d'intérêt, disons, peu recommandables. Claire est au courant? J'en doute, ces prêts ont été contractés au nom de Nicolas seul. C'était mieux que tout ce que j'avais espéré. Non seulement Nicolas était criblé de dettes, mais il mentait à sa femme sur leur ampleur réelle. La vente de la villa ne réglerait rien. Elle creuserait encore plus le trou. « Laurent, tu peux me préparer un dossier, avec tous les détails ?»« Jeanne, qu'est-ce que tu vas faire ?»« L'envoyer à Claire, anonymement. Elle a le droit de savoir dans quoi son mari l'a entraînée. » Il y a eu un silence au bout du fil. « Tu es sûre ?»« Certaine, prépare-moi ça, je passerai le récupérer demain. » Le lendemain, j'ai pris ma voiture pour la première fois depuis l'opération. Mon médecin m'avait autorisé à conduire sur de courtes distances. L'étude de Laurent se trouvait à 15 minutes du MAS. J'ai garé ma vieille Peugeot devant l'entrée discrète de l'office notarial. Laurent m'attendait dans son bureau, une enveloppe Kraft posée sur le bureau. Tout y est, les contrats de prêts privés, les échéances, les taux d'intérêt. J'ai même trouvé des relevés bancaires qui montrent les virements. J'ai pris l'enveloppe, sentant son poids dans mes mains. Comment as-tu obtenu tout ça? Disons que j'ai des contacts, et que Nicolas Dumont n'est pas aussi discret qu'il le croit. Quand on emprunte à certains types de prêteurs, les informations finissent par circuler. Ces prêteurs, ils sont dangereux? Pas dans le sens où tu l'entends. Ce ne sont pas des gangsters, mais ce sont des hommes d'affaires impitoyables qui n'hésiteront pas à saisir tous les biens de Nicolas s'il ne rembourse pas. J'ai glissé l'enveloppe dans mon sac. Parfait. Jeanne, Laurent s'est levé, contournant son bureau pour venir se placer devant moi. Je te connais depuis 40 ans, je ne t'ai jamais vu comme ça. Comme quoi? Implacable. J'ai souri. J'ai passé 40 ans à aider les gens à protéger leur patrimoine, Laurent, à rédiger des testaments, des donations, des contrats, toujours pour le bien des familles. Et ma propre fille me traite comme un portefeuille ambulant. Tu trouves ça juste? Non. Mais là, tu ne te protèges pas. Tu attaques? C'est la même chose. La meilleure défense, c'est l'attaque. Tu me l'as appris. De retour au MAS, j'ai soigneusement recopié l'adresse de Claire sur l'enveloppe Kraft. Pas d'expéditeur, juste son nom et son adresse. J'ai posté la lettre le soir même.
dans une boîte aux lettres du centre-ville. 3 jours plus tard, mon téléphone a explosé. Claire, hystérique en larmes, incohérente. M. Il m'a menti. Il m'a menti surtout. Calme-toi, ma chérie. De quoi parles-tu? Nicolas, les dettes, ce ne sont pas 150 000 euros, ce sont... Elle sanglotait. Plus de 500 000 avec les intérêts. Comment on va faire? Comment? J'ai fermé les yeux, savourant le moment. Pas par cruauté, par justice, pure et simple justice. Je suis désolé, Claire. Vraiment. Il faut que tu nous aides, maman. S'il te plaît. On n'a personne d'autre. Aide-toi, le ciel t'aidera, j'ai murmuré. Et j'ai raccroché. Dehors, le Mistral soufflait dans les pins. La tempête continuait. Quelques jours plus tard, j'ai entendu une voiture remonter l'allée. Depuis la cuisine, j'ai reconnu le ronronnement fatigué de la vieille Renault de Claire. Elle n'avait plus la BMW, vendue, probablement, pour grappiller quelques milliers d'euros supplémentaires. Je préparais du café quand elle a frappé. 3 coups timides, hésitants. Rien à voir avec l'assurance habituelle de ma fille. Entre, Claire. C'est ouvert. Elle est apparue dans l'encadrement de la porte et j'ai eu un choc. En quelques semaines, elle avait vieilli de 10 ans. Les cernes sous ses yeux étaient profonds, ses vêtements froissés. Ses cheveux, d'habitude impeccablement coiffés, étaient attachés n'importe comment en queue de cheval. Maman, sa voix s'est brisée immédiatement. Je suis tellement désolé. J'ai continué à verser l'eau dans la cafetière italienne, méthodiquement. Assieds-toi. Elle s'est effondrée sur une chaise comme si ses jambes ne la portaient plus. Puis, les larmes sont venues, pas des pleurs délicats, féminins, des sanglots bruyants, désespérés, qui secouaient tout son corps. Je ne savais pas, maman, je te jure que je ne savais pas. Nicolas m'a menti sur tout, sur les dettes, sur les prêts, sur tout. J'ai posé 2 tasses sur la table. Le café montait dans la cafetière avec son gargouillis familier. Du sucre? Quoi? Du sucre? Dans ton café? Et elle m'a regardé comme si j'étais folle. Maman, tu m'écoutes? On est ruiné, complètement ruiné. La vente de la villa ne suffit même pas à couvrir les dettes. Je sais. J'ai versé le café, ajouté une cuillère de sucre dans le mien. Le parfum amer emplissait la cuisine. Dehors, le soleil de fin d'automne filtrait à travers les branches des oliviers. Comment tu... Elle s'est essuyé les yeux. Tu savais? Laurent Fabre garde un œil sur certaines choses. Pour moi. Maître Fabre? Ton ancien collègue? Elle semblait abasourdie. Mais pourquoi il... Parce que je lui ai demandé, il y a 2 ans, quand j'ai compris que mon gendre était un joueur compulsif déguisé en conseiller financier. Claire a encaissé le coup en silence. Elle a pris la tasse que je lui tendais, ses mains tremblant légèrement. « Je suis venu te demander pardon, maman, pour tout, pour ce que j'ai dit sur le mas, pour ne pas avoir pris de tes nouvelles après l'opération, pour... » Elle a pris une grande inspiration. « Pour avoir été une mauvaise fille. J'ai bu mon café. Il était exactement comme je l'aimais, fort, amer, sans concession. D'accord, d'accord ?» Elle a levé vers moi des yeux pleins d'espoir. « Tu me pardonnes? Je ne sais pas encore, mais je t'écoute. Maman, on a besoin d'aide, désespérément. On ne peut pas rembourser toutes ces dettes avec juste l'argent de la villa. Il nous manque. » Elle a dégluti péniblement. « Il nous manque au moins 100 000 euros, plus avec les intérêts qui continuent. » Je vois. Tu m'as dit un jour que tu avais des économies, que papa t'avait laissé quelque chose. Elle me regardait avec cette expression suppliante que je connaissais bien, celle qu'elle avait enfant quand elle voulait un nouveau jouet. « Si tu pouvais nous prêter, juste 100 000 euros, on te rembourserait, je te le promets. Avec des intérêts, tout ce que tu veux. » J'ai reposé ma tasse. Le bruit de la porcelaine sur la soucoupe a résonné dans le silence. Mes économies, Claire, c'est ce mas, cette vieille baraque, comme tu l'as si joliment appelée. C'est tout ce que j'ai, et je ne le vendrai pas. Son visage a changé. L'espace d'un instant, j'ai vu revenir la Claire d'avant, celle qui exigeait, qui prenait pour acquis. Mais tu ne peux pas nous laisser couler, on est ta famille. Tu as raison,
Vous êtes ma famille. Et c'est précisément pour ça que cette conversation est si triste. Qu'est-ce que tu veux dire? Que quand on a de la famille, Claire, on ne l'appelle pas une semaine après son opération à cœur ouvert pour lui demander de vendre sa maison. On ne complote pas pour se débarrasser d'elle dès qu'elle sera morte. On ne la traite pas comme un compte en banque ambulant. Elle s'est levée brusquement, renversant presque sa chaise. C'est ça? Tu te venges? Ma propre mère se venge de moi. Non, ma chérie, je ne me venge pas. Je me protège. Il y a une différence. Apprends-la. Tu es cruel. Peut-être. Ou peut-être que je suis juste fatigué d'être gentil avec des gens qui ne voient en moi qu'une ressource à exploiter. J'ai ouvert la porte d'entrée. Je pense qu'il vaut mieux que tu partes maintenant. Maman, au revoir Claire, et la prochaine fois que tu viendras ici, essaie de commencer par demander comment je vais. Ça change tout. Elle est partie sans un mot de plus. J'ai regardé sa voiture disparaître dans l'allée, soulevant la même poussière que celle de Nicolas quelques semaines plus tôt. Mon cœur me faisait mal, mais pas à cause de l'opération. Mon téléphone a sonné quelques minutes plus tard. Laurent. Jeanne, j'ai de bonnes nouvelles. Je t'écoute. L'acte de vente est signé, Villa Les Pins, 850 000 €. Virement effectué ce matin. J'ai fermé les yeux, sentant quelque chose se dénouer en moi. Parfait. Et notre acheteur? Il est ravi. Il suivra nos instructions à la lettre. Quand tu seras prête pour la phase suivante, tu n'auras qu'à dire un mot. Merci, Laurent, pour tout. C'est moi qui te remercie. En 40 ans de notariat, je n'ai jamais vu quelque chose d'aussi artistique. J'ai souri malgré moi. On n'a pas fini. Je sais, c'est ça qui rend tout ça fascinant. Après avoir raccroché, je suis sorti dans le jardin. Les oliviers étaient chargés de fruits noirs, prêts pour la récolte. Dans quelques jours, je presserai mon huile, comme chaque année. Comme mon mari le faisait avant moi. Comme son père le faisait avant lui. Cette vieille baraque avait de la suite dans les idées. Et moi aussi. 2 semaines s'écoulèrent avant que Nicolas ne découvre l'ampleur du désastre. L'acte de vente avait été signé chez Maître Fabre un mardi matin. Nicolas et Claire s'étaient présentés avec cette expression tendue des condamnés qui marchent vers l'échafaud mais gardent espoir d'une grâce de dernière minute. J'étais là aussi. Comme copropriétaire, j'avais le droit d'assister. Je m'étais installé dans un coin du bureau de Laurent, silencieuse, observant. Quand ils avaient reçu le chèque de règlement, Nicolas l'avait contemplé comme s'il s'agissait du Saint Graal. 850 000 €. Moins les frais de notaire, moins le remboursement de l'hypothèque bancaire de 420 000 €, moins ma part de 15%, soit 127 500 €. Il reste 302 500 €, avait calculé Nicolas à haute voix presque fiévreux. C'est suffisant, ça va suffire. Claire ne disait rien. Elle me lançait des regards en coin, encore blessée de notre dernière conversation, mais surtout inquiète. Elle commençait à comprendre que les chiffres ne collaient pas. J'étais rentré au mât ce jour-là avec un sentiment de satisfaction tranquille. Phase 2, accomplie. Il était temps de passer à la phase 3. Le surlendemain, Nicolas a commencé à contacter ses créanciers. La Banque régionale de Provence d'abord, où il devait 240 000 €, puis les prêts personnels, 50 000 € par-ci, 50 000 par-là. Il était méthodique, je dois lui accorder ça. Il avait même préparé un tableau Excel avec toutes ses dettes, leurs échéances, leurs intérêts. C'est le vendredi qu'il a reçu la lettre. Une lettre recommandée avec accusé de réception, expédiée par un cabinet juridique que je connaissais bien. Barret et Associés, spécialisé dans le recouvrement de créances. Claire m'a téléphoné le soir même. Elle pleurait. « Maman, quelqu'un a racheté les dettes de Nicolas. Toutes. »« Ah bon ? Un fonds d'investissement. Gestion Lavande, SARL. Tu as entendu parler ?» J'ai souri dans le vide de ma cuisine. « Non, jamais. Pourquoi ? » « Ils exigent le remboursement complet. 435 000 €. Sa voix était un murmure terrifié. « On n'a que 302 000. On ne pourra jamais. Maman, qu'est-ce qu'on va faire ? » « Je ne sais pas, ma chérie. Peut-être consulter un avocat ?
Nicolas en a déjà trouvé un, maître Rousseau. Il dit qu'il va enquêter sur ce fonds. Voir si c'est légal, tout ça. Bonne idée. Maman, elle a hésité. Tu es sûr que tu ne sais rien sur tout ça? Moi, je suis une vieille femme qui sort d'une opération cardiaque, Claire. Qu'est-ce que je pourrais bien avoir à voir avec des fonds d'investissement et des rachats de créances? Elle a raccroché sans être convaincue. Mais qui pouvait-elle? Ce soir-là, j'ai ouvert une bouteille de Châteauneuf-du-Pape. Un grand cru 2016 que j'avais gardé pour une occasion spéciale. Je l'ai dégusté lentement, installé dans mon fauteuil près de la cheminée où crépitait un feu de bois d'olivier. Sur mes genoux, le dossier de la SCI Lavande et Olivier. Les statuts, soigneusement rédigés par Laurent 2 ans plus tôt. La structure de holding était simple mais élégante. La SCI possédait mon MAS. La SCI possédait aussi 100% des parts de Gestion Lavande SARL. Et Gestion Lavande SARL venait d'acquérir, avec une décote substantielle accordée par des créanciers ravis de récupérer au moins 70% de leurs fonds, la totalité des dettes de Nicolas Dumont, techniquement, légalement, irréprochable. J'ai tourné les pages du dossier, savourant chaque document comme on savoure un bon livre. L'acte de rachat des créances, le contrat avec le cabinet Barret et Associés, la lettre de mise en demeure qui avait été envoyée à Nicolas, lui donnant 60 jours pour rembourser la totalité des 435 000 euros. 60 jours. Après quoi, selon les termes du contrat de rachat de créances, Gestion Lavande SARL aurait le droit de saisir tous les biens de Nicolas. Sa voiture, ses comptes bancaires, tout. Bien sûr, il ne possédait plus grand-chose. La villa était vendue. Ses économies étaient parties dans ses investissements foireux. Il lui restait quoi? Une Renault d'occasion, quelques meubles, un compte en banque qui allait rapidement se vider. Mon téléphone a vibré. Un message de Laurent. Maître Philippe Rousseau vient de me contacter. Il représente Nicolas et Claire. Il veut des informations sur Gestion Lavande SARL. Je lui ai donné rendez-vous la semaine prochaine. Tout est prêt. J'ai répondu simplement « Tout est prêt ». Dehors, la nuit provençale était d'un noir d'encre, percée seulement par les étoiles. Pas de lune ce soir. Juste le silence et le chant lointain des cigales qui s'endormaient avec l'automne. J'ai repensé à ce dimanche, 2 ans plus tôt, quand j'avais entendu ma fille et son mari rire en planifiant comment se débarrasser de la vieille. Comment vendre cette baraque dès que je serais morte? Une notaire à la retraite, c'est la victime parfaite, avait dit Nicolas. Elle ne se méfie de rien. J'ai bu une dernière gorgée de vin. Le Châteauneuf-du-Pape était parfait, complexe, puissant, avec une finale qui persistait longtemps après avoir bu, comme la vengeance, comme la justice. Nicolas avait eu raison sur un point, j'étais notaire. 40 ans d'expertise en droit civil, en succession, en structure juridique complexe. Et il avait eu tort sur un autre, je me méfiais de tout, surtout des gens qui me prenaient pour une idiote. J'ai fermé le dossier et l'ai remis dans le tiroir de mon bureau. Demain, maître Rousseau commencerait son enquête. Dans une semaine, il découvrirait la vérité. Et alors, le vrai spectacle commencerait. Je me suis levé, j'ai éteint les lumières une à une et je suis monté me coucher. Ma cicatrice me tirait encore parfois, surtout le soir. Mais je me sentais plus vivante que je ne l'avais été depuis des années. Dehors, le Mistral recommençait à souffler, faisant gémir les volets. La tempête n'était pas finie. Elle ne faisait que commencer. Une semaine après la mise en demeure, maître Philippe Rousseau a demandé un rendez-vous à Laurent Fabre. Je le savais parce que Laurent m'avait prévenu, nous étions préparés pour ce moment depuis 2 ans. Il veut des informations sur Gestion Lavande, SARL, m'avait expliqué Laurent au téléphone. Nos amis ont engagé un bon avocat. Il fait son travail. Donne-lui tout. Légalement, nous n'avons rien à cacher. Tu es sûre? Certaine. C'est même là que ça devient intéressant. Le mardi suivant, Nicolas et Claire ont reçu la visite de maître Rousseau. Ils m'ont appelé dans l'heure qui a suivi. Claire d'abord, hystérique. Puis Nicolas, étranglé de rage.
C'est toi, a-t-il hurlé dans le téléphone. C'est Tabé qui a racheté mes dettes. J'ai éloigné le combiné de mon oreille. Pas besoin qu'il me rende sourde en plus du reste. Bonjour Nicolas. Toujours aussi charmant, je vois. Gestion Lavande SARL, SCI, Lavande et Olivier. Tu nous as piégés. Je n'ai piégé personne. J'ai racheté des créances à leur valeur de marché. Parfaitement légal. Demande à ton avocat. Mon avocat dit que c'est légal, justement, c'est ça le problème. Il suffoquait presque. Comment as-tu pu faire ça? À ta propre fille? Ta propre fille m'a demandé de vendre ma maison pour éponger tes dettes, sans même me demander comment j'allais après mon opération. Parlons de moralité, si tu veux. Il y a eu un silence lourd, dangereux. On arrive. Je vous attends. Ils sont arrivés 2 heures plus tard. J'avais eu le temps de préparer du thé, de mettre des gâteaux secs dans une assiette, de m'installer confortablement dans mon fauteuil préféré. Quand ils ont sonné, j'ai pris mon temps pour aller ouvrir. Nicolas était cramoisi, les veines de son cou saillantes. Claire était pâle comme un linge, les yeux rouges d'avoir pleuré. Ils sont entrés sans que je les y invite. « Salon », j'ai simplement dit. Ils se sont assis sur le canapé face à moi. J'ai versé le thé avec des gestes lents, délibérés. « Tu nous dois des explications » a commencé Nicolas. « Je ne vous dois rien du tout, mais je vais vous les donner quand même, par politesse. » J'ai bu une gorgée de thé, Darjeeling, mon préféré. Il y a 2 ans, j'ai entendu une conversation, un dimanche après-midi, sur ma terrasse. Vous parliez de comment vous débarrasser de la vieille et vendre cette baraque dès que je serai morte. Claire a fermé les yeux. Maman, ce jour-là, j'ai compris quelque chose. Je n'étais pas votre mère. J'étais votre futur héritage, une ressource à exploiter. Alors, j'ai décidé de me protéger. En nous détruisant, la voix de Nicolas tremblait. En me protégeant, j'ai répété. J'ai créé une SCI. J'y ai placé mon mas, puis j'ai discrètement acheté 15% de votre villa. Quand vous avez eu besoin de vendre, j'ai fait jouer mes droits de copropriétaire. Et les dettes? Claire avait retrouvé sa voix. Tu as racheté les dettes de Nicolas. À travers une structure juridique parfaitement légale, oui. Gestion Lavande SARL, filiale de ma SCI, a acquis vos créances avec un rabais substantiel. Vos créanciers étaient ravis de récupérer 70%. 435 000 €, a murmuré Nicolas. On ne les a pas, tu le sais. Je sais. Alors quoi? Tu veux quoi? Nous voir à la rue? J'ai reposé ma tasse. Le tintement de la porcelaine était le seul bruit dans le silence épais. Je veux que vous compreniez. Vous vouliez vendre ma vieille baraque? Vous avez vendu votre villa. Vous vouliez mes économies? Maintenant, vous me devez 435 000 €. C'est ce qu'on appelle la justice, pas la vengeance. La justice. Nicolas s'est levé brusquement. On va te poursuivre. Pour abus de droit, pour manipulation, pour... Pourquoi, Nicolas? Ma voix était douce, presque tendre. Pour avoir légalement racheté des créances? Pour avoir exercé mes droits de copropriétaire? J'ai été notaire pendant 40 ans. Chaque document, chaque signature, chaque transaction est irréprochable. Ton avocat te l'a dit. Maître Rousseau est compétent. Il sait que vous n'avez aucune chance. Claire s'est mise à pleurer. Pas les sanglots théâtraux de la dernière fois, des pleurs silencieux, résignés. Tu nous hais tant que ça? Je ne vous hais pas, Claire. Je vous aime. C'est bien ça le pire. Je vous aime encore, malgré tout. Mais je ne suis plus votre banque. Plus votre plan de retraite. Je suis juste une vieille femme qui veut finir ses jours tranquilles dans sa vieille baraque. Ils sont partis sans finir leur thé. Quand la porte s'est refermée, je suis restée assise dans mon fauteuil, écoutant le silence revenir dans la maison. Le silence et le sentiment étrange de la victoire, qui ne ressemblait pas du tout à ce que j'avais imaginé. Dans les semaines qui ont suivi, Claire et Nicolas se sont installés dans un appartement loué à la périphérie d'Aix, 2 pièces, 3e étage, sans ascenseur, vue sur un parking, loin, très loin de la villa Les Pins. Les nouvelles me parvenaient par bribes. Michel me racontait ce qu'elle entendait, Françoise aussi. Dans une ville comme Aix, tout finit par se savoir. Nicolas ne trouvait plus de clients. Les rumeurs sur ses dettes
Sa faillite financière avait fait le tour du milieu des affaires. Personne ne voulait confier son argent à quelqu'un qui avait coulé le sien. Claire s'accrochait à son poste de marketing, mais l'atmosphère au bureau devenait tendue. Les collègues savaient. Ils chuchotaient. Maître Rousseau leur avait clairement exposé la situation. Aucune faille juridique. Tout était légal. Leur seule option était de négocier un échéancier de paiement ou de déclarer faillite personnelle. La faillite détruirait tout, leur avait-il expliqué selon ce que Laurent m'avait rapporté. Plus de crédit pendant des années, plus de possibilité de créer une entreprise, votre réputation serait anéantie. C'est alors qu'est apparu Guillaume Dumont, le frère cadet de Nicolas, celui avec qui il ne parlait plus depuis 5 ans, après une querelle familiale stupide autour d'un héritage. Guillaume travaillait dans la banque à Lyon, costume impeccable, BMW série 5, vie rangée. Il avait contacté Nicolas un soir. Claire m'avait raconté la scène plus tard, dans un moment de faiblesse où elle avait encore besoin de parler à sa mère. Guillaume a proposé de l'aide, mais il voulait quelque chose en retour. Quoi ? Que Nicolas reconnaisse publiquement qu'il avait eu tort, lors de leur dispute, devant toute la famille. J'avais écouté, fasciné. Les dynamiques familiales sont toujours complexes, même chez les autres. Nicolas, dans son désespoir, avait accepté. Un dimanche, chez les parents Dumont, il avait fait amende honorable devant oncle, tante, cousin. L'humiliation avait été totale, mais Guillaume avait tenu parole. Il avait promis d'user de ses contacts bancaires pour aider Nicolas à restructurer sa situation. Puis, autour d'un café, Guillaume avait laissé tomber négligemment. « Au fait, pour Jeanne, j'ai entendu parler d'un truc, la réserve héréditaire. Tu sais ce que c'est ?» Claire m'avait rapporté la conversation avec une lueur d'espoir dans les yeux. « Il dit que la loi française te protège, maman, mais elle me protège aussi. Que quand tu ne seras plus là, j'aurai droit à ma part. Minimum 50%, tu ne peux pas m'en priver. » J'avais souri. Guillaume a raison, la réserve héréditaire est une protection pour les enfants, même les enfants ingrats. Alors tout ce que tu as fait, ça ne sert à rien ? Oh ma chérie, ton cousin Guillaume te donne de faux espoirs. Son visage s'était fermé. Qu'est-ce que tu veux dire ? Tu auras ta réserve héréditaire, 50% de mon patrimoine, comme la loi l'exige. Alors tu auras 50% de rien. J'avais sorti une enveloppe de mon sac, un document officiel, tamponné, signé. Donation-partage, signé il y a 3 mois chez Maître Fabre. J'ai donné 50% de mes actifs au Fonds de protection de la nature en Provence. L'autre moitié, la quotité disponible, ira où je déciderai. Claire avait ouvert le document, les mains tremblantes. Mais alors j'hérite de quoi ? De ta réserve héréditaire, 50% de ce qui reste, c'est-à-dire 50% de la SC, Lavande et Olivier. Le MAS ? Attention, lis les petites lignes. Elle avait lu. J'avais vu le moment exact où elle avait compris. Ses yeux s'étaient écarquillés, sa bouche s'était ouverte. L'usufruit reste au Fonds de protection de la nature. Pour 30 ans après mon décès. Tu auras la nue propriété, c'est-à-dire que sur le papier, tu seras propriétaire de la moitié du MAS. Mais tu ne pourras ni l'habiter, ni le louer, ni le vendre, pendant 30 ans. 30 ans ? J'ai 67 ans, Claire. Admettons que je vive jusqu'à 90. Ça te fait 113 ans quand tu pourras enfin profiter de ta vieille baraque. Elle avait laissé tomber le document. Tu es un monstre. Non, je suis une mère qui a appris à se protéger. Il y a une différence. Elle était partie en courant. Je l'avais entendue vomir dans les toilettes avant de claquer la porte. Ce soir-là, assise dans mon mât silencieux, j'ai repensé à tout le chemin parcouru. Depuis cette conversation surprise sur la terrasse jusqu'à ce moment. 2 ans de planification, d'anticipation, de protection. Laurent m'avait appelé le lendemain. Guillaume Dumont a contacté un spécialiste du droit successoral. Ils cherchent des failles. Ils n'en trouveront pas. Je sais, mais ils vont essayer. Prépare-toi. Je suis prête, Laurent. Depuis le début, je suis prête. Dehors, les premières pluies d'hiver lavèrent la Provence.
Bientôt ce serait décembre, puis janvier. La nouvelle année approchait. Et avec elle, probablement, la confrontation finale. Mais j'étais prête, pour tout. J'avais 40 ans de notariat derrière moi, et une détermination forgée dans le mépris de ceux qui auraient dû m'aimer. Début décembre, Nicolas et Claire ont trouvé un spécialiste du droit successoral, maître Arnaud Leclerc, un homme dans la cinquantaine, réputé pour gagner des affaires impossibles. Son cabinet se trouvait à Marseille, et sa consultation coûtait 400 € de l'heure. Ils ont dû emprunter l'argent à Guillaume pour payer. Laurent m'a raconté la rencontre. Il connaissait Leclerc, ils avaient travaillé ensemble sur des dossiers complexes. L'homme était brillant, dangereux même. Il leur a donné de l'espoir, m'a dit Laurent au téléphone. Il leur a expliqué la réserve héréditaire, que Claire ne peut pas être déshéritée. Qu'elle aura minimum 50%. Je sais. Il a raison, Jeanne. La loi est la loi. Je connais la loi, Laurent. Je l'ai pratiquée pendant 40 ans. Il y a eu un silence. Tu as déjà quelque chose en place, n'est-ce pas? Depuis 3 mois? Qu'est-ce que tu as fait? Tu verras, bientôt. 2 semaines plus tard, veille de Noël, ils sont venus au mas. Claire, Nicolas et leur nouveau chevalier blanc, maître Leclerc. Ils portaient un costume gris impeccable, une mallette en cuir et l'assurance de celui qui gagne toujours. Je les ai reçus dans le salon, près de la cheminée où crépitait un feu de bois d'olivier. L'odeur était divine. Madame Bernard, a commencé Leclerc avec un sourire professionnel. Je représente votre fille Claire et son mari Nicolas. Nous sommes ici pour trouver une solution. Amiable. Une solution amiable, j'ai répété. Intéressant. Il a ouvert sa mallette, sorti des documents. Nous reconnaissons que vos actions étaient légales. La SCI, le rachat des créances, tout était impressionnant. Merci. Mais il reste un fait juridique incontournable. Il a posé un document devant moi. La réserve héréditaire. Article 913 du Code civil. Claire, en tant que fille unique, a droit à 50% de votre succession. Minimum. Vous ne pouvez pas l'en priver. J'ai regardé le document. Il était correct, évidemment. Leclerc savait ce qu'il faisait. Vous avez raison, maître. Claire a relevé la tête, surprise. Donc, nous proposons un arrangement, a continué Leclerc. Vous annulez la dette des 435 000 €. En échange, Claire renonce à contester quoi que ce soit concernant votre succession future. Intéressant? C'est une offre généreuse. Vous savez que Claire finira par hériter. Pourquoi ne pas éviter des années de conflit? J'ai souri. Parce que vous avez oublié quelque chose, maître. J'ai sorti de mon propre dossier un document. Un acte notarié, tamponné, enregistré. Donation-partage, j'ai dit simplement. Signé il y a 3 mois. Le visage de Leclerc a changé imperceptiblement. Il a pris le document, l'a lu. Ses yeux se sont plissés. Vous avez donné 50% de vos actifs au Fonds de protection de la nature en Provence. Exactement. 50% de mon patrimoine n'existe plus dans ma succession. Il appartient déjà au fonds. Claire a gémi. Mais alors? Alors ta réserve héréditaire, ma chérie, s'applique aux 50% restants. Et ces 50%, a poursuivi Leclerc, toujours calme, forment la quotité disponible. Claire aura droit à la moitié de cette quotité disponible, soit 25% du patrimoine original. Presque, j'ai dit. Lisez la page 3. Il a lu. Son visage est devenu très pâle. L'usufruit. Exactement. Vous avez transféré l'usufruit de votre part de la SCI au Fonds de protection de la nature, pour une durée de 30 ans après votre décès. 30 ans. Nicolas a explosé. Qu'est-ce que ça veut dire? Parlez français. Leclerc a fermé les yeux un instant. Ça veut dire que Madame Claire héritera de la nue propriété, le droit de propriété théorique. Mais l'usufruit, le droit d'utiliser, d'habiter, de percevoir les revenus, appartient au fonds, pendant 30 ans. C'est-à-dire que vous ne pourrez ni habiter le mas, ni le louer, ni le vendre. Pendant 30 ans.
Le silence était absolu. On entendait juste le crépitement du feu. Si Madame Bernard décède dans, disons, 20 ans, a calculé Leclerc d'une voix blanche, Claire récupérera l'usufruit complet à 88 ans. J'ai 67 ans, j'ai précisé. Je compte vivre jusqu'à 90 minimum. Ça fait 113 ans pour Claire. Claire s'est effondrée. Pas dramatiquement, juste un affaissement lent, comme une poupée de chiffon. Nicolas était figé, la bouche ouverte. Leclerc a rassemblé ses documents. C'est irréprochable, a-t-il murmuré. Juridiquement parfait. Je sais, j'ai été notaire. Il m'a regardé avec quelque chose qui ressemblait presque à de l'admiration. Vous aviez tout planifié? Depuis combien de temps? Depuis le jour où j'ai compris que j'étais juste un héritage avec des jambes. Il a hoché la tête, refermé sa mallette. Je ne peux rien faire pour eux. Vous avez gagné, Madame Bernard. Complètement, définitivement. Ce n'est pas une question de gagner, maître. C'est une question de justice. Ils sont partis sans un mot. Claire pleurait, soutenue par Nicolas qui semblait en état de choc. Leclerc leur tenait la porte, professionnel jusqu'au bout. Quand leur voiture a disparu, j'ai regardé le feu mourant dans la cheminée. Dehors, les premiers flocons de neige tombaient sur la Provence. Rares, mais magnifiques. Justice était faite. Les semaines suivantes ont passé dans un brouillard étrange. Claire et Nicolas ne m'ont plus contacté. Le silence était pesant, mais libérateur aussi. Vers la mi-janvier, Laurent m'a appelé. Nicolas a déposé son dossier de surendettement. Faillite personnelle. Je sais. Claire a perdu son poste. La boîte a restructuré. Curieusement juste elle. J'ai fermé les yeux. Les rumeurs voyageaient vite dans notre milieu. La fille de Jeanne Bernard, celle qui avait voulu déposséder sa mère, non, les employeurs n'aimaient pas ce genre de réputation. Ils ont trouvé un studio, quartier des Miles, 42 mètres carrés, loin, très loin de la villa Les Pins et de ses 220 mètres carrés. Et Laurent a hésité. Claire voudrait te voir. C'est ainsi qu'un mardi matin de fin janvier, ma fille est revenue Saumas, seule cette fois. Nicolas n'avait pas le courage. Elle portait un manteau élimé que je ne lui connaissais pas. Ses cheveux étaient ternes. Elle avait maigri. « Maman, entre. » Nous nous sommes installés dans la cuisine. J'ai fait du café. Toujours du café. Le rituel familier d'un temps révolu. Je suis venu. Elle cherchait ses mots. Je suis venu te dire que j'ai compris. Compris quoi? Ce que j'ai fait, ce que nous avons fait, la vieille cobaraque, les projets, tout. J'ai versé le café. C'est un début. On est à bout, maman. Nicolas ne trouve plus de travail. Moi non plus. On vit de mes allocations chômage et de petits boulots de Nicolas. Elle a pris une grande inspiration. On ne peut pas payer les 435 000 euros. Jamais. Je sais. Alors, qu'est-ce que tu veux? J'ai bu mon café lentement, savourant le moment, pas cruellement, mais complètement. Je veux des excuses, publiques, officielles, devant témoins. Des excuses. Chez Maître Fabre, devant lui. Tu reconnais que tu as eu tort, que tu m'as traité comme un portefeuille, que la vieille baraque était mon chez-moi, mon héritage, ma vie. Ses yeux se sont remplis de larmes. Et après, j'annule la dette, les 435 000 euros, effacés. Et l'usufruit, la donation, ça reste, c'est irrévocable. Mais au moins, vous ne me devrez plus rien, vous pourrez repartir à zéro. Elle a pleuré, longtemps. De vraies larmes cette fois, pas de manipulation. D'accord, a-t-elle finalement murmuré. D'accord. 3 jours plus tard, dans l'étude de Laurent Fabre, Claire s'est tenue devant moi. Laurent était là comme témoin officiel, il enregistrait même pour les archives. Maman, sa voix tremblait. Je te présente mes excuses, sincères, pour t'avoir appelé après ton opération juste pour te demander de l'argent. Pour avoir appelé ton mas une vieille baraque. Pour avoir... Elle s'est interrompue, sanglotant. Pour avoir comploté avec Nicolas sur comment vendre ta maison dès que tu serais morte. J'ai écouté, chaque mot, chaque sanglot. Je regrette tout. Tu es ma mère,
Tu méritais mieux. Quand elle a fini, le silence était total. Laurent fixait ses papiers, gêné. J'ai regardé ma fille, cette femme de 38 ans qui semblait soudain si jeune, si perdue. Je te pardonne, j'ai dit simplement. Mais je n'oublie pas. J'ai signé le document que Laurent avait préparé. Remise de dette. 435 000 euros. Effacé. Claire l'a signé aussi. Puis elle est partie, sans se retourner. Tu as été dur, a commenté Laurent quand nous étions seuls. J'ai été juste. C'est pareil? Pas toujours. Mais cette fois, oui. Quelques semaines plus tard, début février, j'ai reçu un message de Sylvie Moreau, l'agent immobilière qui avait vendu la villa Les Pins. Madame Bernard, le nouveau propriétaire souhaite mettre la villa en location. Il m'a demandé de vous contacter en priorité. Connaîtriez-vous des locataires potentiels? J'ai souri. Le nouveau propriétaire était une société offshore que j'avais créée avec Laurent. Techniquement, la villa Les Pins m'appartenait désormais. Anonymement, légalement. Oui, j'ai répondu. Je connais justement un couple, Nicolas et Claire Dumont. Le bail a été signé une semaine plus tard. Loyer, 800 euros par mois, un cinquième du prix du marché. Claire pleurait en signant. Je ne sais pas si c'était de reconnaissance ou d'humiliation, probablement les deux. Aujourd'hui, début mars, je suis assise sur ma terrasse. Le printemps arrive doucement en Provence. Les bourgeons éclatent sur les oliviers. Les premières pousses vertes percent dans les champs de lavande. Mon mas est silencieux. À moi. Entièrement à moi. Claire et Nicolas vivent dans leur ancienne villa, comme locataires. Ils m'envoient le loyer chaque mois, ponctuellement. Ils n'ont pas le choix. Parfois, le soir, je pense à cette conversation sur la terrasse. Il y a plus de 2 ans maintenant. Une vieille baraque, avait dit Claire. On se débarrassera d'elle, avait ri Nicolas. En Provence, on a un dicton. Qui sème le vent récolte la tempête. Ils ont semé le mépris, l'avidité, l'ingratitude. Ils récoltent maintenant les conséquences, chaque jour, chaque mois, chaque loyer qu'ils me versent. Ce n'est pas de la cruauté, c'est de la justice. Et la justice, quand elle est servie froide, a un goût particulièrement satisfaisant. Je bois une gorgée de mon vin, un bandol rouge corsé parfait. Le soleil commence à descendre derrière les collines. Les cigales entament leur concert du soir. Ma vieille baraque et moi, on a encore de belles années devant nous. Si vous avez aimé cette histoire, n'hésitez pas à liker cette vidéo, vous abonner à la chaîne et partager vos impressions dans les commentaires. Pour écouter la prochaine histoire, cliquez sur la vignette à gauche. Merci de votre écoute.